Je m'appelle Francis Lafont. Je suis né en 1949. Je suis originaire d'une petite commune du nord de l'Alsace qui se nomme Drachenbronn. Littéralement la fontaine aux dragons, ça doit finalement inviter à l'imaginaire. Pour être alsacien, je me trouve un peu chez moi, un peu partout, notamment le hasard en venant ici dans ce studio. Nous sommes à côté de l'avenue des Vosges. C'est le lieu où habitaient mes grands-parents maternels. Je suis donc originaire d'un petit village qui est celui de la tradition familiale, où il y avait une épicerie tabac journaux. C'était l'une des 3 épiceries du village. J'ai fait mes études collège, lycée et une partie de l'école primaire d'ailleurs à Wissembourg. J'ai fait mes études universitaires à l'IEP, à l'Institut d'études politiques, puis à l'école de journalisme au QEJ à Strasbourg. Et j'ai travaillé toute ma carrière dans un journal mulhousien qui s'appelle l'Alsace. Je suis donc un homme du nord-sud d'Alsace. Et durant ma vie professionnelle, mon premier emploi a été mon dernier emploi, puisque j'ai fait toute ma carrière dans le même journal. J'ai été pendant plus de 20 ans à Paris comme correspondant, comme responsable du bureau parisien. C'est beaucoup dire parce que j'étais seul en poste avec mon téléphone. Et j'ai donc fait 20 ans à Paris où j'ai beaucoup vu les Alsaciens qui ont vécu ailleurs. Et je crois que ma profession, ça a été un peu d'être en quête d'Alsace, mais surtout d'Alsaciens, puisque mon travail, c'était un grand travail de repérage. Et je pense que mes liens avec l'Alsace se sont consolidés à Paris parce que j'avais une façon de me présenter qui était Francis Lafont, l'Alsace. Ça voulait dire que, d'abord, il y a toujours un deuxième journal en Alsace qui sont les dernières nouvelles d'Alsace, qui était plus puissant que nous, qui avait un grand bureau. Et moi, j'étais à Paris, donc seul en poste parce qu'on n'avait pas les moyens. Et les Alsaciens ont été pour moi des repères, des aides en permanence. Et quand je disais Francis Lafont l'Alsace, c'est pas du tout parce que je me prenais pour l'Alsace, mais parce que je me sentais représentant de cette région et que ce n'était pas de la modestie, c'était sûrement une part de fierté, mais aussi un identifiant extrêmement efficace. Ensuite, je suis revenu à Mulhouse dans les 8 dernières années de ma vie. J'avais beaucoup travaillé à Mulhouse. Et pour prendre ce qu'on appelle la direction de la rédaction. Donc, voilà ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un humble regard sur l'Alsace et sur la question posée en quête d'Alsace, parce que j'ai vu ça à partir de lieux assez différents. Je crois que ça aide beaucoup d'avoir des regards depuis une place qui varie. Après ma retraite, j'ai changé de voie, VOX aussi, puisque maintenant mon emploi à plein temps et j'allais dire à plein champ, c'est d'être auteur, compositeur, interprète. Et l'Alsace, toujours, n'est pas étrangère à mon expression, puisque nous avons sorti un album il y a 2 ans, et la première chanson est tout de même consacrée à Wissembourg, et il y a une autre chanson qui s'appelle « La salsa des Alsaciens », dont le titre vous donne déjà le côté goût de la dérision, qui, je crois, est une des grandes composantes de la culture alsacienne. L'Alsace vue de Paris, c'est une vue assez positive, d'abord parce que quand je disais Francis Lafont l'Alsace, les gens voyaient toujours d'où je venais, et je pense que le regard était plutôt positif. Je pense que, contrairement à cette capacité de se dévaloriser, qui est sans doute française, mais en France, l'Alsace,
là-dessus est vraiment très très performante sur la capacité de se dévaloriser, tout en ayant une fierté. Enfin, c'est très ambigu ce complexe d'infériorité ou de supériorité. Mais donc, c'était toujours reçu positivement. La question induit quels sont les qualificatifs qui viennent. Je crois qu'on est identifié à des gens fiables, loyaux et absolument allergiques aux excès, avec la caricature tout de même qui vient assez vite, ces régions de droite. Je me souviens, je crois que c'était en 2004, au régional, lorsque l'Alsace a été la seule région à ne pas être de gauche à l'issue de l'élection régionale. Là, les caricatures revenaient, quoi. Vous êtes des mecs réacs. Et puis, peut-être derrière, le côté, finalement, vous êtes des boches. Ce n'est jamais très, très loin. Je pense que ces grandes absurdités de pensée qui sont ces façons de cataloguer, qui s'appellent la xénophobie ou le racisme, ça, c'est toujours prêt à revenir. Et donc, ponctuellement, du moins durant cette période, j'ai senti ça. Mais globalement, pour moi, l'Alsace est vue positivement. J'avais simplement, notamment au début, lorsque j'étais à Paris, une précision à donner. Quand je disais Francis Lafon, l'Alsace, j'étais quand même obligé de préciser pas le restaurant des Champs-Élysées, le journal. Parce que dans l'imaginaire hors France, je n'aime pas le terme de français de l'intérieur qui est un peu absurde ou vieillot et faux, je crois. Mais donc, les Français non alsaciens et ne connaissant pas l'Alsace forcément en direct, ils nous assimilent quand même à la nourriture. Et je pense que ça n'a rien de dévalorisant. Bien au contraire, cette identification est forte. Mais moi, dans mon travail, j'allais presque dire une mission, parce que se donner une mission, même en se l'inventant, c'est assez valorisant et stimulant. J'avais aussi une mission de repérage d'Alsaciens, ce qui est une tâche assez facile. C'est comme pour des cueilleurs de champignons, ils ont quelques terreaux qui repèrent, ils ont la lumière. L'Alsacien, il y a des choses faciles à repérer, c'est d'abord le patronyme et aussi l'accent. Je pense qu'un Alsacien à l'extérieur, durant longtemps, il acquiert un sixième sens dont il n'a pas conscience, c'est de repérer dans un groupe l'accent alsacien. Je pense qu'un infime accent, vous le repérez. Et pour moi, c'était très très précieux parce que j'étais finalement un petit grain de sable dans les médias parisiens, mais l'alsacien, c'était très utile pour moi parce que ça me permet, dans des réseaux, vous regardez un annuaire des anciens de Polytechnique ou des anciens de Sciences Po, les Alsaciens, vous les repérez, et pour moi, c'était des informateurs. En retour, moi, j'étais pour eux l'homme qui leur permettait de replonger dans leurs racines. On ne peut pas imaginer le plaisir qui se reflète sur un visage quand quelqu'un vous dit je suis originaire de Wissembourg, je suis originaire de Colmar, et ma famille va sûrement lire ça, elle va me prévenir quand ça paraîtra. Ce côté être loin, donc, c'est des gens qui ont souvent choisi de partir, qui se sont formés pour être non physiquement alsaciens, mais qui gardent ce lien intime avec leur région. C'est sûrement pas lié aux seuls Alsaciens, mais c'est tout de même, je pense, quelque chose d'un peu plus fort. J'essaye de ne pas identifier des gènes spécifiques alsaciens. Chercher des gènes, ça me gêne parce que c'est déjà une façon d'éliminer, de fermer le monde, alors que pour moi, on est fondamentalement dans une terre d'ouverture. On a parlé de fiabilité, de loyauté. Je pense qu'il y a un terme extrêmement
associé pour moi à l'Alsace, c'est la dignité. C'est-à-dire que les Alsaciens passent pour des gens soumis. Je pense qu'il y a encore une aberration. Je l'ai vu notamment parce que quand je traitais de l'information économique et sociale, j'ai couvert, comme on dit dans le jargon, l'affaire Schlumpf. Schlumpf, c'était donc ces industriels d'origine suisse qui étaient à Mulhouse et qui ont été des patrons paternalistes et qui ont fait faillite dans les années 1976. Le groupe s'est effondré et ils avaient donc collectionné en secret, pas tout à fait, parce que ça s'était su, mais pas vraiment affirmé, ils ont constitué le musée de l'automobile, qui n'ont pas eu le temps d'ouvrir, parce que les syndicats se sont révoltés contre le paternalisme et pour défendre leur emploi. Donc, la soumission, elle aurait été de s'écraser, mais ils se sont révoltés, ils ont fait des grèves, et ils ont notamment investi ce musée qui était donc secret au milieu de la ville de Mulhouse, et qu'aujourd'hui le monde entier connaît, puisque la presse mondiale est venue là, mais dans cette vallée extrêmement fermée, extrêmement verrouillée en apparence, les salariés, notamment par le levier de la CFDT, se sont révoltés, et ils ont donc ouvert ce musée de manière flibustière, et ils l'ont présenté au monde entier. Ce musée, donc le monde entier a découvert ça grâce aux salariés qui ont occupé le musée pendant je pense, 2-3 ans. Et donc il y a dignité parce qu'ils se sont révoltés, mais ils se sont révoltés de manière extrêmement contrôlée, puisqu'ils n'ont jamais touché à ce trésor, ils ne l'ont jamais abîmé. Ils ont, une fois, dans la ville de Thann, ils ont brûlé une vieille voiture sans importance, mais le reste de la collection, le reste de l'outil de travail, ils l'ont ménagé. Et il y a eu beaucoup de grands conflits où l'outil de travail a été beaucoup plus menacé à travers les salariés du groupe Schlumpf. Je pense qu'il est assez représentatif de ce qu'est aussi l'Alsace au travail, avec aussi une capacité, là, je pense que le dialogue était rompu parce que, notamment les employeurs eux-mêmes ne voulaient plus dialoguer, mais il y a une capacité de dialogue en Alsace qui est aussi, à mon avis, intéressante vue de l'extérieur. Par exemple, moi j'étais beaucoup à Mulhouse, et Mulhouse avait une tradition, certes paternaliste, à travers le patronat mulhousien, mais innovant. Ils ont, par exemple, été les premiers à créer des jardins ouvriers, des maisons ouvrières, et il y a toujours eu un dialogue ouvert, et notamment il y avait ce qu'on appelle toujours, et qui a encore des traductions aujourd'hui, avec le centre de formation et de recherche autour des anciens locaux de la SACM, une tradition qu'on appelait d'ailleurs le modèle mulhousien, et je crois qu'on peut toujours appeler le modèle mulhousien, c'est que les entreprises et l'université ont toujours travaillé ensemble. Donc, pour moi, je n'ai pas de portrait à faire de l'Alsace, mais par pointillisme, je peux vous trouver des traceurs d'alsacianitude ou d'alsatitude, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut employé, il me vient pas, mais on peut trouver sûrement un mot qui caractérise tout ça. C'est une série d'indices qui fait que vous êtes sûrement en Alsace plutôt que dans une autre région. Je me méfie des grands étiquetages. Avant la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme, le mot race était utilisé facilement. On parlait de la race des Alsaciens, de la race des Auvergnats. Donc, ce n'était pas péjoratif, c'était un constat. Moi, je me méfie de ces étiquettes simplificatrices qui ramèneraient une région à une seule composante. Je pense que la richesse d'une région, c'est sa composante de culture, et aucun individu aujourd'hui n'est
plus dans une culture unique. C'était le cas quand les villages étaient séparés, quand il n'y avait pas de transport. Et bien évidemment, après, il y a eu la mondialisation. Mais aujourd'hui, on est tous, de quelque part, probablement d'un point déterminant. Et pour moi, l'Alsace est déterminante. Mais je me sens de partout, de tous les autres lieux où j'ai pu être, ponctuellement ou plus longuement. Et l'alsacien n'est pas la seule composante. Il y a la composante religieuse, il y a la composante sociale. Moi, je suis issu d'un milieu petit commerçant, d'épicerie de village. Donc, on n'était pas dans le monde paysan, mais on le fréquentait. On était vraiment tout petit bourgeois, en n'ayant pas une place très définie dans la société. Donc, il y a cette composante-là. Il y a aussi, surtout, les composantes des hasards de la vie. Mais donc, je lisais là le livre de Delphine Horviller sur l'identité. Elle disait qu'on est tous les enfants de notre famille, de toute l'histoire, de toutes les belles choses et de tous les deuils d'une famille. Je résume, mal sûrement. Et de tous les désirs et toutes les déceptions d'une famille. On est aussi les enfants des livres qu'on a lus, mais je pense qu'on est surtout les enfants en troisième lieu ou peut-être en première de toutes les autres communautés qui peuvent être notamment à travers les réseaux sociaux que l'on fréquente et auxquels on adhère plus ou moins. Donc, je pense que l'erreur, ce serait de rechercher à tout prix la spécificité alsacienne, parce que pour moi, la spécificité relève d'une recherche d'équilibre, et la beauté de l'équilibre, c'est son instabilité. Donc ça peut être fragile, ça peut partir dans un mauvais sens. Notamment sur l'Alsace, moi, ce qui m'a toujours agacé, c'est quand même un peu cette recherche de pureté. La nature, elle est plus pure qu'ailleurs. En Alsace, on est moins délinquant qu'ailleurs. En Alsace, on est soit plus, soit moins. Je pense que c'est un prisme qui est dangereux et agaçant. Je crois que le mythe de la pureté, il a montré ses dangers et il a montré les drames qui peuvent en découdre. Donc, moi, je ne cherche pas cette classification précise de l'Alsace, mais pour moi, c'est une recherche permanente d'un clavier tempéré, comme on pourrait dire en musique. Il y a une culture alsacienne. Il y a d'abord des lieux incontournables. La cathédrale est identifiée à l'Alsace, et c'est absolument une œuvre prodigieuse. La culture passe beaucoup par la nourriture. La nourriture est un élément essentiel dans la vie quotidienne alsacienne. Il faut en avoir une fierté, avec aujourd'hui beaucoup d'inventivité dans le monde de la gastronomie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens d'un restaurateur, Pierre Baumann, qui était à Paris et qui, dans les années 70, a inventé la choucroute au poisson. Mais c'était ici, dans le monde de la gastronomie, c'était un hérétique. On ne brûlait plus les gens, mais je pense que c'était pas loin, c'était horrible ce qu'il a inventé. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun restaurant alsacien qui ne servirait pas une choucroute au poisson. L'organisation des Alsaciens à Paris est assez faible, mais il y a de l'informel qui a été créé il y a 25 ans pour réunir, pour que se rencontrent une fois par an les Alsaciens de toutes les disciplines qui avaient plus ou moins une place reconnue à Paris. L'idée initiale est venue d'un Mulhousien qui s'appelle Denis Kessler, qui est un homme identifié au patronat, qui avait, lui, l'idée de faire ça. Et il a dit, il n'y a qu'une seule date, c'est la Saint-Nicolas, parce que la Saint-Nicolas, c'est le chocolat, c'est les Manele. Pour lui,
c'est d'abord ce lien avec la nourriture qui est sorti. Le charme de l'Alsace est, pour moi, dans les éléments qu'on n'a pas encore évoqués, c'est celui de la langue. Moi, par exemple, j'ai appris, mes parents ont parlé le français à la maison. Mes parents parlaient soit le français, soit l'alsacien. Ma mère était de Strasbourg, donc origine plus bourgeoise que mon père, très, très rural. Il avait parfois des colères et quand il gueulait, c'était évidemment l'alsacien qui l'emportait. Mais il y a là, pour moi, c'est une série de mystères auxquels me renvoie votre travail sur la quête d'Alsace. C'est qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais sans elles, on ne comprend rien. Par exemple, moi, j'ai un rapport à l'alsacien extrêmement affectueux, et il y a des mots qui sont non traduisibles. Et il y a aussi, donc moi, j'ai aucune langue que je ne parle parfaitement, peut-être même pas le français, mais donc ce mélange, le français, l'alsacien, que j'ai appris avec mes copains, et l'allemand, mais pas vraiment, comme beaucoup d'Alsaciens, je n'ai pas un allemand de très très haut niveau, et un peu d'anglais, mais faible. Mais en revanche, il y a dans l'alsacien, notamment, une forme d'humour, de dérision, qui fonctionne aussi dans la langue française, mais qui est quand même typique de cette ironie des pays qui ont eu des périodes où ils étaient victimes, des périodes dures. J'ai vu ça dans les pays de l'Est, où il y a un humour particulier et qui peut être cinglant et parfois méchant. Et dans les villages, il y avait des gens qui étaient réputés pour leur saillie verbale. Par exemple, dans mon village, ça se racontait à table, mais je pense que ça devait se raconter dans toutes les maisons du village, il y avait un type qui avait cet humour, et il y a une phrase qui circulait un jour dans le bal du village. Il s'est adressé à la femme du maire, qui s'appelait Léne, en alsacien, Madeleine, et elle avait un physique caractéristique, et il lui dit « Léne, wo hast du die krumme Strümpfe gekauft ?» Ça veut dire Léne, où est-ce que tu as acheté des bas aussi tordus? C'est d'une violence, parce qu'il a dit ça devant des dizaines de danseurs et de gens qui étaient dans cette salle de bistrot. Et donc ça, c'est l'extrême. Mais sinon, il y a toute une nuance autour du mot, et dans lesquels viennent aussi s'imbriquer des termes du yiddish qui étaient aussi dans le langage populaire. Par exemple, il y a un terme que j'aime beaucoup qui vient donc des Juifs d'Europe centrale, c'est Meshuke. Meshuke, je pense que ce n'est pas traduisable, ça veut dire fou, mais dans ce mot Meshuke, il y a d'abord rien d'extrême, il y a une tendresse, et il y a un truc un peu dingue, mais aucun mot identique n'existe seul dans une autre langue. Et donc, c'est des choses qui me ravissent et qui font aussi que j'ajouterai à ces mystères, et qui font que, finalement, on peut être chacun alsacien par des entrées multiples, quoi. Et ce côté de jouer de manière raisonnable avec la déraison, qu'est Meshuke, c'est aussi, je trouve, une composante de la culture alsacienne. Mais pour moi, la culture alsacienne, pour la voir de l'extérieur, j'entends dire, moi, dans toutes les régions, puisque à la fois à Paris, par mes collègues des journaux régionaux et par mes voyages, on a tous visité beaucoup de régions, probablement cette idée de
mais pourquoi nous, on n'y arrive pas alors que d'autres y arrivent mieux? Elle existe, mais finalement, l'Alsacien, il est très honorable. Je pense que le problème, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a d'abord le côté institutionnel, sur Grand Est, pas Grand Est. Je pense que c'est une idiotie sans nom d'avoir conçu ça, mais c'est un phénomène mondial dans toutes les activités. Je ne sais pas quelle est l'idéologie qui a réussi à introduire ça. On pense que de faire 1 + 1 égale 1, c'est-à-dire de regrouper 2 entités, d'en faire une et qu'on va faire des économies d'échelle, je pense que dans l'entreprise, on peut le démontrer, ça marche. Parfois, c'est inévitable. Si aujourd'hui les 2 journaux alsaciens sont réunis, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution pour sauver les emplois. Là, il y a une logique. Mais au niveau institutionnel, je pense que la logique dépend d'abord d'une logique de pouvoir, c'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir, vous essayez d'élargir le pouvoir, ce qui est bien normal, et pour élargir le pouvoir, il faut que vous ayez un impact sur les gens plus large, et je pense que la création du Grand Est, elle répond tout simplement à cette idée banale, mais en fait, elle n'a guère de sens, et je ne suis pas du tout sûr que ça puisse tenir, parce que si vous regardez les chiffres et la réalité, ce qui sauvera la culture alsacienne, ce sont des projets, et des grands projets fédérateurs. Je pense qu'on peut inventer des tas de choses. Il y a des tas de gens qui y prennent bien. Il y a un homme qui s'appelle Armand Brown, qui est... Son métier est conseiller de synthèse, mais il a animé beaucoup de groupes régionaux, notamment des groupes de patrons. Et par exemple, lui, il dit qu'il faudrait faire, par exemple, un genre de mécénat sur le mode de la Villa Médicis en Italie. Donc faire venir des artistes, les faire travailler sur l'Alsace, mais à grande échelle, et faire naître des projets. Je pense qu'il y a un lien très fort de la région, c'est quand même l'Europe, et dans l'Europe, le Rhin, qui est vraiment un trait d'union physique incontournable. Je pense que ce serait intéressant, moi, un grand monument fait par des Alsaciens ou des Alsaciens et des Allemands, où chacun amènerait un grain de sable ou un petit caillou plus gros de pierre ou de cailloux du Rhin, et faire travailler des artistes pour ce rassemblement, pour en faire une œuvre. Enfin, ça me vient comme ça, mais je suis sûr qu'il y a... Là encore, on n'est pas en train de réfléchir seul dans un petit bocal. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les hommes politiques, mais c'est pas par eux que ça passera par d'autres initiatives. Eux, ils peuvent être des appuis, mais je pense qu'eux-mêmes, on l'a vu à travers cet exemple de mécano géographique inventé par François Hollande, mais je pense que d'autres, à sa place, auraient pu tomber dans le même piège. Ça montre que ce n'est pas le lieu de pensée et de fabrication du devenir de la culture alsacienne. Les Alsaciens, encore une fois, je pense que dans cet échange, dans cette réflexion, on les a beaucoup valorisés, je renie rien. En revanche, il y a quand même des choses agaçantes, mais que les journaux avaient intérêt à entretenir, c'est toutes les bisbilles au Rhin-Bas-Rhin. Moi, dans les années 80, j'ai traité notamment de l'information économique et des recherches d'investisseurs étrangers. Il y avait 2 structures, le CAR et la DIRA, qui se sont fait une guerre sans merci. Alors nous, ça nous a fait des pages entières de journaux, dans les 2 journaux, mais c'est tout de même assez vain, et je pense que l'infrarégional a quand même fait beaucoup de dégâts. On l'a vu encore avec le rapprochement des 2 départements, qui a échoué lors du référendum. C'est quand même un sujet qui date... Je pense que l'un des premiers qui a émis cette idée de regroupement des régions, c'était Daniel Eufel, dans une interview que j'étais avec mon directeur de la rédaction de l'époque, Jean-Marie Affelé. Il nous avait dit ça en 1973, et moi j'avais titré là-dessus.
Et aussitôt, quand le titre était sorti, il avait un peu fait machine arrière, Daniel Leffel, non, c'est pas mûr, etc. Mais donc ces idées anciennes, elles ont nourri des centaines de colloques et des valorisations de discours et des jeux des billards à 3 ou 4 bandes, mais enfin ça a été longtemps stérile. D'une certaine manière, il a fallu un grand ennemi nommé Grand Est pour que les choses se cristallisent, mais tout ça fait de la part des Alsaciens eux-mêmes beaucoup d'énergie gaspillée, alors qu'en matière d'économie d'énergie et de défense de la nature, ça reste quand même un pays qui a été souvent pionnier, quoi. L'opposition Alsace-Paris, elle existe, mais d'autres régions l'ont eu. On l'a vu vraiment dans une affaire ancienne qui était le synchrotron, qui était un équipement pour un très très grand équipement pour arriver à capter l'infiniment petit, qui était promis à l'Alsace et qui finalement est allé à Grenoble parce qu'à l'époque, François Mitterrand avait arbitré pour Grenoble. Et il y a eu des grandes manifestations à Strasbourg, d'ailleurs organisées par les DNA. Et déjà, lors de ces grands débats, moi j'ai vu l'opposition Haut-Rhin-Bas-Rhin très, très forte. Et nous, dans le Sud, quand je dis nous dans le Sud, puisque en tant que représentant du journal, c'est pas moi personnellement, le synchrotron, on s'en fichait un peu parce que Strasbourg, c'était un autre univers et inversement. Donc, la capacité de défendre des intérêts locaux, sûrement parfois pour des bonnes raisons au sens collectif, mais aussi, ne l'oublions pas, pour des raisons beaucoup plus terre-à-terre et mesquines de pouvoir des élus, c'est une vieille tradition. Et donc, la faute peut aussi être rejetée sur nous-mêmes, sur notre capacité de nous accommoder, et surtout de dire que nos intérêts ne sont pas les mêmes, et parfois c'est vrai. Par exemple, nous, l'avantage, j'espère que ça durera, en Alsace, l'un des privilèges, c'est d'avoir eu 2 journaux concurrents. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des différences, mais cette concurrence, elle est moins manifeste, puisque maintenant, c'est un même ensemble. Mais à l'époque, j'avais toujours en tête cette phrase de François Mitterrand qui était de dire « les nations font la politique de leur géographie ».